J'ai quand même des revenus assez conséquents. Au net, j'ai pratiquement 4 000 € par mois, donc j'ai de quoi voir venir normalement, de quoi mettre de l'argent de côté. Mais je n'ai jamais voulu penser à le faire en me disant toujours, j'ai de l'argent, donc ça va aller, j'arriverai à faire face. Et puis quand les couacs arrivent, à un moment donné, on ne sait plus faire face. Et on est pris dans une spirale qui fait qu'à un moment donné, ça coince. Ce témoignage n'est pas un cas isolé. Actuellement, près de 250 000 Belges ont des difficultés à rembourser leur crédit. Bonjour, comment puis-je vous aider? Crédit à la consommation, carte de paiement, réserve d'argent, applications qui promettent de payer plus tard. Les formes de crédit se multiplient et séduisent aujourd'hui un public toujours plus large. Payer dans 30 jours, forcément, c'est très tentant. C'est comme ça qu'on est surendetté, c'est toujours avec les frais en fait. Acheter tout de suite et payer plus tard, un slogan présenté comme un service, mais qui reste un crédit. Même si ce n'est pas clairement indiqué comme tel, c'est une consommation à crédit et ça a des conséquences derrière. Quand les dettes s'accumulent, que les rappels se succèdent et qu'il devient impossible de suivre, il ne reste parfois plus qu'une seule issue. En fait, le règlement collectif de dette, c'est un peu une deuxième chance qu'on donne aux personnes qui sont dans une situation de surendettement. Forcément, il y a des années de galère, parfois des années de saisie de leurs ressources. Vivre à crédit, acheter aujourd'hui, payer demain, parfois toute une vie, derrière la promesse de facilité, le malheur est souvent dans le prêt. Bruxelles, rue Neuve, la plus importante artère commerciale du pays. C'est le lieu et le moment pour poser la question cash. Est-ce que ça vous arrive d'acheter des choses à crédit? Une fois dans ma vie, quand j'avais 25 ans, oui, j'ai fait un crédit pour partir en vacances, oui. Mais pour acheter des choses, non. Quand on commence à s'avancer dans des crédits, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Par exemple, si on veut des vacances, c'est bien, parce qu'on peut l'avoir directement. Et vas-y, les vacances, c'est bien et tout. Par exemple, s'il y a un truc à payer 400 €, on n'a pas. On paye 40 € par mois. On a fait crédit 10 mois et dans 10 mois, on a payé. Si tu dépenses trop et que tu n'as pas assez d'argent, je suppose que tu dérapes un petit peu. Il y a plusieurs personnes qui sont surendettées à cause de ça. On l'entend, face au crédit, les avis sont partagés. Alors, pour comprendre comment mieux gérer son budget et éviter le surendettement, nous allons à Mons, dans la Haute École du Hainaut. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, comment vous allez? Georgia et Laurie sont des spécialistes en médiation de dette qui donnent des formations pour apprendre à gérer son argent. Pour elles, le constat est clair, chez les jeunes, c'est souvent très compliqué. Donc on voit les tentations et ce système, donc cette société de surconsommation où on est vraiment baigné dans la publicité, dans la surstimulation. Je comprends totalement que ce soit difficile de refuser, je pense même en tant qu'adulte. Ce jour-là, Georgia et Laurie utilisent le jeu de société Un mois dans une vie. Le but, vérifier si les participants sont capables de gérer convenablement un budget mensuel. Donc une tentation, donc une vie quotidienne. Pour la fête des pères, tu offres une boîte à outils d'un montant de 50 €. Mettez-vous en situation, qu'est-ce que vous faites? Dans les jeunes qui m'entourent, je pense que l'épargne, c'est vraiment ce qui existe en dernier lieu. Et je pense qu'on a pu le voir d'ailleurs tout à l'heure, c'est quand il y a un disponible, qu'est-ce qu'on en fait? Je me fais plaisir, quoi. Donc il reste de l'argent, on a fait le calcul, mais en fait, je crois que je me suis trop serré la ceinture, ça a été trop compliqué ce mois-ci, je pense que j'ai fait assez d'efforts. Donc c'est vraiment ça, j'ai fait assez d'efforts, maintenant je me fais plaisir, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait les filles? Acheter sans attendre, c'est ça, se faire plaisir. Et certaines applications l'ont bien compris. Avec Klarna, par exemple, vous achetez un produit en ligne ou dans un magasin partenaire, mais vous ne le payerez que 30 jours plus tard. C'est ce qu'on appelle le Buy Now, Pay Later. Curious about Klarna? Dit comme ça, c'est très tentant. Mais quand on doit payer des intérêts de retard, c'est une toute autre histoire. In 30 days or in 3 installments. Klarna, oui, pour moi, c'est un enfer parce que les jeunes, ils sont motivés à vouloir acheter parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent de poche. Et comme ils veulent se faire plaisir, payer dans 30 jours, forcément, c'est très tentant. Et donc,
à force de payer avec cette application, on finit par être surendetté, quoi. Et c'est quoi votre budget mensuel pour vos dépenses via Klarna? Là, pour l'instant, j'achète plus rien parce que je me dis que je dois me responsabiliser et payer mes dettes. Vous avez combien de dettes sur Klarna? Ça, j'ai pas trop envie de le dire. Mais c'est des dizaines, des centaines d'euros? Oui, quand même. Centaines, ouais. Ça va prendre combien de temps pour les rembourser? Au moins 2 mois quand même. Et quels sont les intérêts de pénalité? Quand je paye pas dans les 30 jours, il y a 7 € de frais qui s'augmentent. Et après, on n'a plus beaucoup de délais pour pouvoir payer. Et on n'a plus qu'une semaine. Et là, c'est comme ça qu'on est surendetté. C'est toujours avec les frais, en fait. Il y a toujours plus de frais à chaque fois qu'on paye pas. Donc après, on n'en peut plus et on ne sait plus suivre. Des centaines d'euros à rembourser, la jeune Mila ne s'en rend peut-être pas encore compte, mais elle vit déjà à crédit. Je pense que les jeunes n'ont aucune notion du fait que ce qu'ils achètent, ils l'achètent à crédit. Même si ce n'est pas clairement indiqué comme tel, c'est une consommation à crédit. Et ça a des conséquences derrière. Mais là, c'est pas comme ça que ça m'est vendu. C'est juste, on te fait un cadeau, tu peux payer plus tard, dans 30 jours, et tu peux même payer en 3 fois dans 30 jours. Ces notions de payer plus tard, ça donne vraiment un pouvoir aux jeunes de se dire, mais voilà, même si j'ai pas le disponible nécessaire, je pourrais le faire plus tard. Ce qui compte, c'est que je peux le faire. Les dérives possibles de ces applications de paiement différé ont mis en alerte les services de l'État. Au SPF Économie, on nous assure que le problème est pris très au sérieux. Effectivement, ici, c'est un nouveau produit, en plus un produit financier, qui est très en vogue, notamment auprès du jeune public. Et donc ça, on l'a constaté au travers d'une enquête. Beaucoup connaissent et utilisent ce type de produit. Et aussi, beaucoup des utilisateurs se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils ont oublié de rembourser le montant, par exemple. Et là, ils se retrouvent avec des intérêts assez élevés à payer. Et ça peut vite rentrer, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus, on peut vite entrer dans un cercle vicieux. Et donc, à la base, avec ce constat-là, nous, on a réalisé il y a quelques mois une campagne orientée vraiment sur le jeune public qu'on a diffusée essentiellement via les réseaux sociaux pour justement sensibiliser les jeunes, surtout, à utiliser ce type de service avec prudence en tout cas, et ayant bien conscience que ça reste un prêt d'argent et que potentiellement il peut y avoir un risque d'endettement. Et ça peut te revenir en pleine face. Selon les chiffres officiels, en Belgique, plus de 10 millions de prêts et crédits sont en cours. C'est presque autant que le nombre d'habitants. Et c'est la Banque nationale qui supervise tout ça. Dans les faits, lorsqu'on obtient un crédit, il est directement enregistré dans ce qui s'appelle la CCP, Centrale des crédits aux particuliers. À côté du classique prêt hypothécaire, qui est le plus utilisé et le plus régulièrement remboursé, il y a notamment le crédit à la consommation. Vous savez, ces réserves d'argent ou ces cartes de crédit censées nous faciliter la vie. Et justement, c'est là que l'on trouve le plus haut taux de défaillance, c'est-à-dire lorsque l'on ne parvient plus à les rembourser. En Belgique, cela concerne 265 000 personnes. C'est la situation dans laquelle s'est retrouvée Nelly, car elle achetait sans compter. Elle a accepté de nous parler de ses problèmes d'achat compulsif. Vous allez l'entendre, cette dépendance l'a amenée dans une situation financière catastrophique. Quels étaient ces achats que vous faisiez et qui ont coûté si cher? Oh, c'était des achats compulsifs. C'était, je voyais une publicité pour un nouvel appareil ménager à la télévision. Dans la semaine, je faisais tout mon possible pour l'acquérir, quoi. Pour la plupart des choses, je trouve ça sur le moment tellement intéressant et tellement utile que je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour vivre jusque maintenant sans ça? Mon fils aîné dit toujours, quand on voit une nouvelle publicité à la télévision, il dit toujours à sa femme, tu peux être sûr que la semaine prochaine, ça c'est dans les armoires de maman. Mais quelles sont les causes de cette pulsion irrépressible d'achat? Pour le savoir, nous nous rendons au centre thérapeutique du Hainaut. Marilyn Denain est addictologue. Elle vient en aide à des patients qui se retrouvent dans des situations de dépendance sévère. On ne parle pas du shopping entre copines, hein. On parle bien des achats compulsifs
pathologique. Et donc, c'est une conduite addictive que l'on va développer pour venir soulager une tension interne, une émotion, une tristesse, une anxiété, parfois des émotions trop positives qu'on ne sait pas gérer. Arrêter d'acheter, c'est très compliqué. C'est vraiment une pathologie du contrôle. Et donc, ces personnes, même si elles ont envie d'arrêter, n'y parviennent pas. Donc, il est très, très facile de leur vendre n'importe quoi, avec un remboursement qu'on peut étaler. Donc, elles y vont. Ça peut amener au surendettement, avec des catastrophes au niveau financier. Pour satisfaire ses pulsions d'achat, Nelly, notre témoin, a commencé à contracter des crédits à la consommation. C'est alors qu'elle va tomber dans une spirale sans fin. Les premiers prêts, j'ai fait les journaux, les petites publicités qu'il y a à la fin des journaux, les petits journaux qu'on recevait à la maison. Si vous avez besoin d'argent, téléphonez haut. Et ça a été des prêts faciles dans des compagnies qui étaient pas trop regardantes. Et puis à un moment donné, j'ai voulu faire un prêt plus conséquent. Et le problème, c'est que j'avais en tête qu'on pouvait avoir accumulé 3 mois de retard, mais pas plus pour un prêt. Et donc, il y a un mois où je payais un prêt en moins pour pouvoir mettre un petit peu de côté, pour payer une mensualité d'un autre côté. J'essayais de tricher de cette façon-là. Et à un moment donné, j'étais aux 3 mois partout. Et là, je n'ai plus su faire face. Dans mon cas, j'étais terrifiée. Après le témoignage interpellant de Nelly et de ses crédits facilement obtenus, nous nous sommes rendus à Bruxelles, au siège de Febelfin, la fédération qui représente les professionnels du secteur financier. Sa porte-parole nous précise bien que l'octroi des crédits à la consommation doit correspondre à une procédure très précise. En premier lieu, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, il va bien entendu regarder la capacité de remboursement de la personne. Donc ça va être via des éléments que le consommateur va lui communiquer, via des documents comme les fiches de salaire, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le prêteur ou l'intermédiaire va toujours aller voir dans la centrale des crédits aux particuliers si la personne a déjà des crédits en cours. Donc tous ces éléments font partie de l'analyse pour voir si oui ou non le consommateur pourra obtenir son prêt ou pas. Pour avoir une idée concrète sur la manière dont les crédits à la consommation sont accordés, nous nous sommes rendus en caméra discrète dans un hypermarché Carrefour. On m'a dit que c'était avec vous que je pouvais voir les démarches pour ouvrir une carte. Nous avons choisi cette grande enseigne de distribution parce que cela fait 40 ans qu'elle propose des cartes de crédit. Avec ses revenus et son crédit hypothécaire, notre candidat se situe déjà à la limite des capacités de remboursement. Mais vous allez le voir, apparemment, cela ne pose pas vraiment de problème. En fait, c'est une carte Visa qui va partout dans le monde. Mais ici, chez Carrefour, en fait, elle va vous permettre de faire vos achats et d'avoir les conditions. Donc ici, on va faire une demande de carte en fonction de l'acceptation du dossier. Et c'est eux qui vont vous allouer une certaine somme sur cette carte. D'accord. Ça, c'est en fonction de vos revenus et en fonction de votre situation familiale. D'accord. Ça peut aller de 1250 jusqu'à 3000 voire 5000. D'accord. Donc on part sur une gold. Ok. Vous avez carte d'identité avec vous? Oui. Carte de banque? Oui. Lors de l'entretien, l'intermédiaire de crédit va ensuite demander toutes les informations habituelles. Données personnelles, composition de famille, activités professionnelles. Et très vite, on en arrive aux questions d'ordre financier. Habitation locataire, propriétaire? Propriétaire, on vient d'acheter. Avec crédit hypothécaire? Oui, voilà. Alors vos revenus nets mensuels? Net 2500. Parfois 3000, ça dépend. Je m'entre 2000, voilà, plutôt 2500. 2008 alors? Oui, 2008, c'est ça. D'autres revenus? Non, je n'ai pas d'autres revenus. Allocation familiale? Ma femme, ma compagne, a des allocations. Alors le montant précis, je dirais que c'est au moins plus d'une centaine d'euros. 150? Oui. Donc madame perçoit aussi des revenus, je suppose? Oui. Alors, le nombre de crédits? Alors on a uniquement le crédit hypothécaire. Oui. C'est de 1500 euros. Mais que vous faites en deux? En deux, oui. Ouais. Je fais ça parce que sinon ça risque de ne pas passer. D'accord. Donc, ce serait dommage d'être refusé pour ce genre de choses. Voilà, donc c'est accepté pour un montant de 3000 euros. Génial.
Donc vous avez 3 000 € qui est sur cette carte. Mais ça va vite, hein? Pour? Pour l'acceptation, c'est... Oui, voilà. Bon, écoutez, c'est... Bien, un grand merci à vous. Rondement mené, merci à vous. Voilà. Demain, on va recevoir une petite enquête de satisfaction. D'accord. Ça va? Merci, monsieur. Au revoir, bonne journée. Au revoir. L'entretien a duré à peine 30 minutes et cela a suffi pour décrocher une carte de crédit permettant de disposer librement d'une réserve de 3 000 €. Mais cette carte a-t-elle bien été accordée selon les règles? Retour chez Febelfine, où nous montrons les images de notre caméra cachée. Voilà, c'est accepté pour un montant de 3 000 €. Génial. Donc vous avez 3 000 € qui est sur cette carte. Mais le principe de base pour tout prêt et tout octroi de crédit, c'est de vérifier la solvabilité de la personne. Les fiches de salaire n'ont pas été demandées sur ce coup-ci. Oui, mais ça, c'est le cas particulier. Je ne sais pas vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Dans ce dossier, Febelfine ne prendra pas position. Alors, pour y voir plus clair, nous avons rendez-vous avec le grand patron des services financiers de Carrefour. Et nous lui montrons les images enregistrées en caméra discrète. Pour lui, le dossier a été traité dans les règles. Pour moi, il a suivi les grandes étapes qu'il doit faire, c'est-à-dire comprendre les besoins de son client, l'identifier avec la carte d'identité, vérifier qu'il n'y a pas fraude, poser les questions de données démographiques. Est-ce que monsieur est marié ou pas? Est-ce qu'il y a des enfants à charge ou pas? Intégrer les allocations familiales à l'évaluation du profil. Est-ce aussi une chose logique? Ce sont des choses, on est obligé d'introduire tous les revenus que le client potentiel peut avoir. Mais l'allocation familiale pour l'enfant n'est pas destinée à renflouer un négatif sur une carte de crédit. Tout à fait. Oui. Mais par contre, il vient dans le calcul de reste à vivre. C'est vraiment ce calcul de reste à vivre qui doit prendre tout ce que vous recevez et tout ce que vous payez. Ici, le candidat à la carte de crédit a annoncé ses revenus, mais n'a pas proposé, on n'a pas demandé de feuille de paye. Je vous dis, il y a un principe de proportionnalité sur base des données qu'on donne qui, à un moment donné, vont dire aux collaborateurs il faut ou il ne faut pas demander un document complémentaire. Le collaborateur, il a sur base d'une analyse budgétaire un flag qui dit demander ou pas demander. Ouais. On ne leur laisse pas juste décider d'eux-mêmes pour éviter justement un choix personnel, je dirais. Pareil, on demande aussi au candidat à la carte si l'épouse a des revenus. Oui. Est-ce qu'on doit intégrer les revenus de l'épouse? C'est pour savoir au niveau des charges, si vous devez savoir si les charges sont portées seules ou à deux. On n'a pas demandé les revenus de l'épouse? Non, parce qu'il signe seul. Donc on ne peut pas demander en termes de GDPR, si vous signez seul, vous ne pouvez pas demander les revenus de quelqu'un d'autre. Donc pour le patron des services financiers de Carrefour, dans cette analyse de solvabilité, toutes les règles ont été respectées. Pas si sûr. À Bruxelles, nous rencontrons Anne de Fossé. Cela fait 25 ans que cette juriste étudie les pratiques du crédit à la consommation et gère des cas de surendettement. Face aux images, son constat est catégorique. Tout est incorrect dans cette analyse de solvabilité, c'est très insuffisant. On lui demande quasi rien, à part son crédit hypothécaire. Ce que je constate, et ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est que souvent, le crédit est attribué sur base des allocations familiales. Les allocations familiales, si on les prend en compte dans l'analyse de solvabilité, il faut également prendre en compte les charges qui sont liées à l'enfant. Donc, ça n'est pas interdit de les prendre en compte, mais alors il faut faire un peu plus d'analyse que ce qui est fait en réalité. On le voit bien ici, il n'y a pas d'analyse qui va plus loin. C'est le loyer et les allocations familiales et les revenus, et c'est tout, ça s'arrête là. Et pour les revenus, normalement, il faut montrer des fiches ou des documents papier. Alors, ce n'est pas systématiquement obligatoire, ça dépend un peu du prêteur. Si vous allez demander un crédit à votre banque, elle a beaucoup d'informations sur vous. Elle a accès à vos comptes, elle voit les mouvements du compte et vos revenus qui transitent. Donc, a priori, si c'est auprès de votre prêteur banquier qui vous connaît, ils n'ont pas besoin de vous demander ça. Par contre, ici, Carrefour, en l'occurrence, et le prêteur qui est derrière Carrefour ne vous connaît pas. Et donc, effectivement, il y a un gros questionnement sur quelle base est-ce qu'on attribue ce crédit, qui est quand même déjà un crédit de 3 000 €. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'on déforme les déclarations du monsieur. Monsieur dit, je paye un crédit hypothécaire d'un montant X, et le monsieur va noter la moitié. Et il ajoute, ça passera mieux comme ça.
Ça, c'est extrêmement problématique. Et ça, je l'ai entendu 450 000 fois. 3 jours après l'obtention du crédit, nous tentons d'en décrocher un second auprès d'un autre organisme prêteur bien connu, mais toujours avec le même candidat. Partenaire et conseiller Cofidis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelais pour voir des renseignements pour ouvrir une petite ligne de crédit pour compléter le budget vacances. Mais cette fois-ci, le crédit ne sera pas accordé, car le fichier de la Banque nationale a parlé. À cause de la nouvelle ligne de crédit obtenue chez Carrefour, il n'est plus question d'emprunter quoi que ce soit. Non, ça passe pas. D'accord. On est en limite max. Pourtant, vous allez l'entendre, là aussi, la procédure prend des allures de petits arrangements. Est-ce que vous pensez que madame voudrait se mettre avec vous sur la carte ou pas? Dans ce cas, il faut que j'en discute avec elle. C'est difficile de vous répondre. Bien sûr. Donc là, parlez-en avec madame. Et si on prend un peu moins, alors, que 2500? Même vous êtes à 0. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, sinon je vous aurais proposé. Je vous aurais dit, je peux pas vous proposer ça, je peux vous proposer ça. Mais voilà quoi. Nous retrouvons Nelly. Les crédits à la consommation facile et leurs pièges, elle les connaît bien. Elle est tombée dans la spirale de l'endettement par un simple achat de la vie courante. Ce jour-là, on est allé dans le magasin parce que notre machine à laver nous avait lâché. Il fallait une nouvelle machine à laver. Et il y avait la proposition au-dessus de la machine à laver, payer 3 fois sans frais en souscrivant à... Et donc, on a trouvé que c'était plus facile de faire comme ça parce que la charge est moins lourde, évidemment. Donc, on estime pouvoir prendre quelque chose de peut-être un peu plus cher. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première carte de crédit après ce prêt, oui. Mais comme la carte de crédit était à la maison et qu'on s'est aperçu qu'on pouvait l'utiliser pour acheter dans d'autres magasins ou pour retirer de l'argent liquide dans un guichet, à un moment donné, ça m'a... Je suis venue en ville, par exemple, avec mon fils et je lui ai dit, on va travailler de la tête aux pieds. Et cette carte de crédit avait un plafond? Oui. Plafond qui pouvait être revu par la société de crédit et qui a été revu 2 fois, si pas 3 fois. Nelly n'arrivera pas à rembourser ce nouveau crédit. Et devant l'accumulation de courriers de rappel et la crainte de voir les huissiers sonner à sa porte, elle n'a d'autre choix que de demander de l'aide au CPAS. Quand elle a analysé ma situation, l'employé du CPAS a su me dire tout de suite que je n'avais pas d'autre choix que de partir en règlement collectif de dette. Le RCD, le règlement collectif de dette, existe en Belgique depuis 1999. Il s'agit d'une procédure judiciaire destinée aux personnes en situation de surendettement. Pour en bénéficier, elles doivent introduire une demande auprès du tribunal du travail. Un avocat médiateur serait alors chargé d'établir un budget. Il va diviser les revenus en 2 postes. Un revenu minimal garanti d'une part, et le reste pour rembourser les dettes. Tout cela sur une période de 5 à 7 ans. À la fin de cette période, même si tout n'est pas remboursé, les dettes seront effacées. Faisons le point des rapports annuels en cours. Géry Desrevaux est avocat. Il est précisément désigné par le tribunal du travail pour prendre en charge ces dossiers de surendettement. En fait, le règlement collectif de dette, c'est un peu une deuxième chance qu'on donne aux personnes qui sont dans une situation de surendettement. Dans tous les cas de figure, ce qui est le commun finalement de toutes les personnes, c'est qu'elles ont un vécu important avant de venir ici. Forcément, il y a des années de galère, parfois des années de saisie de leurs ressources. Et donc, une difficulté de mettre une priorité dans les choses, c'est-à-dire payer les factures courantes, le loyer, plutôt que de payer un créancier qui menace d'exécuter. Et donc, dans tous les cas de figure, les gens qui viennent ici sont souvent épuisés moralement. Je vous en prie. C'est précisément pour cela que Chloé a rendez-vous ce matin-là avec Maître Desrevaux. À 35 ans, elle a quasi tout perdu et se bat contre un cancer. Le règlement collectif de dette est la dernière solution. Alors, il faut vous occuper de votre santé, ça c'est sûr. Donc en priorité, vous êtes jeune, ça va aller.
Je pense que ça va aller. Il faut être optimiste. La loi a pour objet, évidemment, de vous conserver une dignité humaine et de payer vos créanciers. Alors, on va mettre vos créanciers entre parenthèses pour l'instant. Ça, c'est clair et net ici. Donc, vos ressources, je vous les reverserai intégralement. On verra après. Ce qui est important, et si vous devez bien comprendre, c'est que, à l'égard de vos créanciers, quels qu'ils soient, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés dans la requête, les crédits, mais aussi peut-être des factures qui n'étaient pas payées avant votre admissibilité, vous ne devez plus les payer, je m'occupe de ça. Donc, Si le dossier de Chloé est accepté, ses dettes seront mises entre parenthèses. Elle aura entre 5 et 7 ans pour se reconstruire. Souffler un peu. C'est ça le but du règlement collectif de dette. Pourtant, au terme de la procédure, rien n'empêche de retomber dans le surendettement. Il n'y a pas d'accompagnement spécifique qui est prévu pendant le règlement collectif de dette. Donc effectivement, c'est plutôt une gestion comptable de ce qui va se passer et une gestion comptable des dettes, mais pas une réflexion sur ce qui a amené la personne à être en situation de surendettement et ce qui l'a amené au règlement collectif de dette. Donc effectivement, elle peut très bien, si elle souffrait d'une addiction, par exemple, et que si c'est la cause de sa situation de surendettement, peut très bien terminer le règlement collectif de dette dans la même situation. C'est justement ce qui est arrivé à Nelly. Après un premier règlement collectif de dette de 5 ans, elle se retrouve à nouveau seule face à ses difficultés à gérer de l'argent. Très vite, elle va retomber dans le piège du crédit. Du jour au lendemain, j'ai récupéré mes revenus et donc je me suis de nouveau retrouvée avec un paquet d'argent. Et je me suis dit, ça fait 5 ans que je fais attention, je vais me faire plaisir. Cette fois-là, je crois que la première fois où j'ai retouché mon salaire, j'ai pris mon petit garçon qui à l'époque avait 5-6 ans, et on est allé au magasin et on est ressorti avec un caddie pour nourrir tout le quartier pratiquement. J'ai dû refaire un prêt et puis j'ai été reprise dans la spirale. Incapable de rembourser ses crédits, Nelly se retrouve à nouveau sous règlement collectif de dette. Alors, face à ces drames causés par les achats compulsifs, le docteur Desnains prône une réforme du RCD. Imaginez que le règlement collectif de dette va traiter la pathologie, c'est un leurre. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire, une prise en charge de la maladie addictive. Les acheteurs compulsifs ne représentent qu'une partie des surendettés. Le plus souvent, cela concerne des accidents de la vie. C'est le cas de Maddy. À la suite d'une séparation très compliquée, elle se retrouve face à une dette considérable. Même en y consacrant tous ses revenus, elle ne pourra jamais la rembourser. Ce jour-là, elle vient voir l'avocat médiateur dans l'espoir que sa demande de RCD soit acceptée. J'ai vu dans quel état vous étiez aussi au moment où vous êtes arrivé ici. Il faut absolument essayer maintenant de revivre normalement. Y a-t-il quand même un poste qui devrait être adapté pour les loisirs ou des choses comme ça? Par exemple, moi je trouve que c'est très dur. L'autre fois, j'étais avec ma fille, elle voulait manger une crêpe avec moi, j'ai dit non. Voilà. Ça m'a brisé le cœur. Voilà, tout à fait. J'entends votre situation, oui. Et c'est vrai que sans cette procédure de règlement collectif des dettes, vous n'y arriverez jamais. Ici, il faut juste s'accrocher encore un petit peu. Oui. On va rectifier le tir en fonction de ce que vous venez de me dire aujourd'hui pour adapter l'allocation de médiation de dette. Et on le fera encore après le jugement, si c'est nécessaire. On va essayer de le faire ici avant le jugement. Et donc, il faut s'accrocher encore un petit peu. Oui. Et voilà, le solde des dettes sera effacé. S'il n'y avait pas eu le règlement collectif de dette, quelles étaient encore les solutions que vous auriez envisagées? C'était vivre avec rien. Vivre avec rien. C'est vivre seul, avec une table, une chaise. Le dossier de Maddy va à présent être transmis au tribunal du travail. C'est lui qui gère tous les règlements collectifs de dette. À Charleroi, ce département est présidé par la juge Toussaint. Chaque année, des centaines de dossiers sont traités par ses services. Le plus souvent, on a affaire à des gens qui vivent des parcours de vie chaotiques, des séparations, des pertes d'emploi. Il arrive que des personnes se retrouvent en RCD une fois
2 fois, 3 fois. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors le but de la procédure, c'est pas de remettre les gens dans le droit chemin. C'est de les aider, je pense, à vivre un moment de leur vie où ils sont acculés. Et donc, c'est leur donner une bouffée d'oxygène pour pouvoir, un maximum, rembourser leurs créanciers. Alors, on ne change pas nécessairement les comportements, mais il arrive que dans le cadre des procédures, on fixe comme mesure d'accompagnement la guidance budgétaire. Et là, en principe, ce sont des gens plus qualifiés qu'un tribunal qui devraient apprendre aux gens à changer leur comportement dans leur manière de consommer, etc. Mais quand il s'agit de cas d'addiction et de pulsion d'achat, là, le tribunal n'a pas de solution miracle. C'est pas parce que quelqu'un surconsomme que nécessairement le tribunal peut dire « Ah, il y a une addiction ». On n'est pas qualifié pour. Voilà, maître de Revaux. On va attaquer votre série de dossiers. Ce jour-là, la 5e chambre du tribunal du travail de Charleroi doit examiner une dizaine de dossiers. Nous retrouvons Maddy. Pour elle, cette audience est cruciale. Son médiateur va plaider pour qu'elle puisse garder des revenus suffisants pendant les 5 années de la procédure. Je vais vous donner la parole peut-être pour que vous résumiez la situation de madame. Madame me dit que c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, elle n'y arrive pas toujours. Je pense qu'il faut un peu revoir la situation ici. Il y a vraiment de gros efforts qui sont faits. C'est la raison pour laquelle je proposais dans la note d'audience de revoir un peu l'allocation de médiation et de la fixer à un montant de 1 035 €, si je me souviens bien. Moi, je proposais effectivement un plan judiciaire d'une durée de 5 ans. Parfait. Madame, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Vous voulez vous exprimer? Je suis très heureuse que ce système existe en Belgique. Et que je vous remercie de prendre en compte mon cas. Maître Revaux, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'audience? Je pense que, encore une fois, ici, on s'inscrit dans une perspective de envisager l'avenir de la manière la plus positive possible en tenant compte de ce qui a été fait et donc d'essayer de trouver un avenir, tout simplement. Quel est votre souhait pour les jours, les semaines, les mois à venir? Que ça se termine, que je puisse enfin vivre librement et dignement. Voilà. Ça, c'est mon souhait. Et si j'estime qu'il y a un risque, je réouvre les débats. Le tribunal rendra sa décision dans quelques semaines. Normalement, les dettes de Maddy seront gelées et elle ne devra plus craindre les huissiers. Mais le prix à payer est de vivre pendant 5 ans avec le strict minimum. Le règlement collectif de dette est une procédure longue et contraignante. Pourtant, elle offre une nouvelle chance à des dizaines de milliers de surendettés.